nous interrogeons Cameroun, tribalisme ou mode de vie qui tire les ficelles? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Depuis quelques années, l'idéologie sur le tribalisme est devenue une menace pour la paix sociale au Cameroun. Il est perceptible non seulement dans le milieu politique de la nation, mais également dans le vécu quotidien et dans les réseaux sociaux, ce qui se présente comme un obstacle majeur pour la cohésion sociale. En effet, il est fréquemment perçu comme une menace régressive d'éclatement des sociétés démocratiques modernes, fondée sur la volonté des citoyens de vivre ensemble en multiples communautés ethniques figées, repliées sur elles-mêmes et, on va le dire ainsi, négatrices de la liberté individuelle et des valeurs universelles. De ce fait, ce fléau contribue à mettre à mal le vivre ensemble qu'on nous chante depuis la nuit des temps. Il convient d'assister à ce niveau sur la pertinence de ce travail en termes de méthodologie qui ressort la collecte qualitative et quantitative dans la restitution des données. Eh bien, il faut également dire, mesdames, messieurs, comme le déclarait un jour un savant, il affirmait en son temps, et ce sans embâche, l'homme est un animal social. Vous vous rappelez justement de Jean-Jacques Rousseau. C'est dire qu'en d'autres termes que la société constitue en elle-même l'environnement indiqué, sinon le seul milieu au sein duquel l'homme peut opérationnaliser son accomplissement multidimensionnel. En même temps, la nature divergente de l'homme le pousse au dédain quasi morphologique de son semblable. Si bien qu'il devient, comme le notait déjà Thomas Hobbes, un danger pour celui-ci, un loup pour l'homme. Oui, cette pulsion sauvage qui habite l'homme, ajoutée à plusieurs facteurs ponctuels, est à l'origine des conflits de divers ordres. Cette situation est d'autant plus visible sur le continent africain et en général, et au Cameroun en particulier, qui présente nombre de nuances culturelles plus ou moins diamétralement opposées. En tout cas, nous nous interrogeons, Cameroun, tribalisme ou mode de vie, qui tire les ficelles? Qui sont les marionnettistes? En tout cas, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani. Il est notre invité encore cet après-midi. Président Bandakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Jocelyn Gauze, merci. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à tes côtés. À la suite d'une très longue marche. Oui. Marche qui n'a d'ailleurs pas cessé et qui s'intensifie au fur et à mesure que les jours passent, les semaines, les mois, les années. Espérons qu'en venant notre combat aboutir avant qu'on ne quitte cette terre. Mais c'est que notre joie, c'est qu'on a vu beaucoup d'avancées, beaucoup de bons. Oui. Et ça t'a fait plaisir et c'est encourageant. Très encourageant. Même si on n'a pas de montée par la tête. Je pense que nous sommes restés les mêmes, on n'a pas beaucoup changé. On est aux mêmes endroits, dans les mêmes quartiers. Ben, c'est une humilité de vie, oui. Parce que nous sommes très conscients que nous ne sommes rien. Absolument rien. Voilà. Et nous mangeons aux mêmes endroits d'ailleurs tous les jours. Oui, bien sûr. On est rien et puis vous savez, quand vous avez compris le rapport à la mort et la manière dont l'Afrique a réglé ce problème, vous savez que votre valeur, c'est après la mort que ça commence. C'est-à-dire qu'on va voir ce que vous avez fait sur Terre. Si vous avez servi, si vous avez été utile, tant mieux. Vous n'avez pas été utile, le chef de la mort va s'occuper de vous. Mais vous savez, Jocelyn Gauze, c'est ça. Il y a une dimension spirituelle qui doit nous enseigner tous les jours. Sur la valeur de ce que nous faisons. Qu'est-ce qui nous motive réellement? À la fin, qu'est-ce qui nous motive? Et lorsqu'on est en cohérence avec notre esprit, le vrai, cette part de divinité qui est à chacun de nous, je pense qu'on peut dire qu'on est en train de réussir sa vie. Parce que lui, l'esprit, là, il est incorruptible. Il ne vient pas de nous, il est incorruptible. Les occidentaux l'ont remplacé par la conscience. C'est ça qui est le problème. Moi, je parle de l'esprit, la part de divinité que Dieu nous donne. Je ne sais pas si c'est le partage de tout le monde, mais cette part de divinité est radicale, irréversible, nous interroge tous les jours sur la véritable valeur de nos actes. Et souvent, c'est ça qui peut produire la paix. Mais ça peut aussi produire l'absence de paix. Ça peut produire le manque de sérénité. Ça peut produire toutes sortes de chaos intérieurs qui vont se manifester par
des comportements qui ne sont pas acceptables du point de vue de l'humanité. Voilà. Prions Dieu tous les jours de nous en éloigner. Et il va nous en éloigner encore et encore, puisque le travail que nous faisons est noble. Merci à vous, Président Badakali, d'être avec nous encore. Cet après-midi, nous sommes déjà à 14h, heure d'Afrique centrale. Nous sommes sur le plateau depuis bientôt quelques heures. Allez savoir. Cameroun, tribalisme ou mode de vie qui tire les ficelles. Et moi, de poser la question de savoir qui sont les marionnettistes, Président Badakali. Ah, vous avez des sujets toujours. Mais d'abord, il faut composer les thèmes du débat. La question, c'est sur le tribalisme. Oui. Le tribalisme comme mode de vie. Comme mode de vie. D'abord, il faut comprendre le tribalisme, qu'est-ce que c'est? Une définition familière nous conduira à dire que c'est, du point de vue sociologique, oui, c'est que c'est l'organisation sociale par tribu. Tribalisme. Donc, on organise, le paradigme de l'organisation sociale, c'est la tribu. C'est la tribu. Mais on peut aller plus loin. Il y a des travaux anthropologiques qui postulent que le tribalisme peut être aussi considéré comme un mode d'organisation politique qui est basé sur la lutte en groupe, les groupes. Mais cette fois-ci au profit de leurs dirigeants. Oui. Les gens qui dirigent des groupes, des groupements, c'est pas qui, donc, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire à ce que l'unité politique se confonde avec l'unité du groupe, Le tribalisme étant le fait de vouloir que l'unité politique, qu'il y ait confusion entre l'unité politique et l'unité tribale, si vous voulez, on appelle tribale. Et il y en a aussi, il y a des travaux qui définissent ça comme étant un mode d'organisation qui est basé sur le sentiment d'appartenance à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel de la vie sociale. Le groupe peut être la tribu, mais le groupe peut être aussi les nouvelles formes de tribu, de tribalité. Il y en a, qui ne sont pas basés sur le sang, ou bien sur la généalogie, et qui sont basés sur les intérêts, diverses formes d'intérêts, sur des fraternités liées à diverses sortes d'intérêts, et qui n'ont rien à voir avec la tribu, telle qu'on l'a connue, historiquement. Donc, il y a ces travaux-là qui ont fait des avancées là-dessus. Donc, il est important de fixer la définition. Parce que quand on dit tribalisme, on ne parle pas de la tribu. On parle d'une organisation sociale qui est basée sur la tribu, le tribalisme. Donc, qui pose la tribu comme étant, l'attribut et ses attributs comme étant indépassables. Comme un horizon indépassable. Donc, quand on a dit ça, Jocelyn Gosse, on revient à votre thème qui sont les marionnettistes. Oui. Je pense que pour aborder la question du tribalisme, on peut partir de plusieurs points de vue. On peut même partir de plusieurs options paradigmatiques. Je pense que, mais pour mieux aborder la question, nous privilégions, entre autres, le prisme matérialiste. Ça veut dire quoi? Le prisme matérialiste, c'est-à-dire le prisme marxiste, Jocelyn Gosse. Ça veut dire, j'aime Marx à ce niveau. Son approche de la tribu est très intéressante. Elle me semble la plus historique. Qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas que nous disons que Marx est la seule approche valable sur la question, parce que nous concerne. Oui. Mais nous disons que pour aborder le thème tel que vous l'avez présenté là, nous devons privilégier cette grille de lecture et d'analyse. C'est tout. Bon, ça ne sera même pas général dans l'analyse que nous allons faire. Donc, Jocelyn Gosse, la question est de savoir, vous dites qui sont les marionnettistes. Oui. La question est de savoir, fondamentalement, quel est le stade atteint par les économies des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Vous avez très bien observé une chose. Les sociétés économiquement arriérées sombrent dans ce type de pathologie, le tribalisme. Parce que la relation économique fait que les appartenances ou liens basés sur le sang, oui, ou sur la généalogie, les appartenances biologiques sont très forts. Et de ce fait, le village est fort. La tribu est puissante. Elle n'a pas été suffisamment bousculée par le développement économique. Et du coup, donc,
on a tendance à expliquer tout par les lois tribales. Les lois tribales deviennent la référence la plus accessible facilement. C'est facile, c'est à notre portée. Ça ne mobilise pas beaucoup la réflexion, mais ça mobilise plus les affects, l'émotion. Et ce qui est très, comme j'ai dit, ce qui est facilement ramassable. Il est très facile de pointer l'autre comme étant, de pointer celui qui est différent, même si sur le plan de la grande ethnie africaine, mais nous sommes tous des frères. Il est quand même regrettable qu'aujourd'hui on soit encore à rappeler ce genre de choses aux Africains. Que Cheikh Anta Diop a fait un travail immense. Ce n'est pas le seul. Il a des continuateurs, mais on peut lire au moins Cheikh Anta Diop qui a réglé la question de l'unité culturelle de l'Afrique. Et à partir de cette question, je crois qu'on devrait plus se regarder comme ça. Mais ne soyons pas naïfs. Il y a des lois. Les lois sociales sont des lois complexes. Les lois sociales ne sont pas des lois exactes. Entre guillemets, exactes au sens de discipline exacte. Ne sont pas des lois exactes. Donc, il y a beau avoir tous des travaux anthropologiques les plus extraordinaires qui ont été faits par les sociologues africains, les experts africains, les savants africains, mais les tribalistes de tout genre ne lisent pas ce genre de choses. Ils sont sous le pouvoir de leur pulsion, et ils prennent les effets de leur pulsion pour de la science. Il y en a même qui vont jusqu'à masquer ça sous la science. Il y a un aujourd'hui qui fait l'actualité au Cameroun. Quand vous le critiquez, il convoque son expertise universitaire pour vous dire, taisez-vous, je sais de quoi je parle. Pitoyable. Extrêmement pitoyable quand on voit ça, mais je suis un gosse. Mais ça fait partie des choses qu'il va falloir gérer, qu'on fait avec, comme on dit, qu'aujourd'hui, les Africains nient leur unité culturelle et par conséquent, le fait que la tribu est dépassée en Afrique, justement par le fait que non seulement par l'histoire, mais la science démontre ça, ben, on met de côté tout ce travail-là et on fait le culte de l'unité tribale. Évidemment, en parlant ça de toutes sortes de discours, apparemment les plus progressistes, y compris le masque, on révèle le masque de la science pour terroriser les faibles d'esprit. Donc, pour répondre à la question qui marionnettise, il faut remonter très loin. Historiquement, Justin Gauche, l'avons démontré ici. Vraiment, même avant Cheikh Anta Diop, l'Afrique n'a jamais été un regroupement de tribus. Que ce soit l'histoire de si on prend pour référence l'Égypte antique, le lieu de dépassement par excellence de la tribu. Les Africains sont allés très loin dans le cosmos. Ils sont allés rencontrer Dieu. Ils sont allés loin. Et ils ont compris que l'être humain, on ne peut pas fixer l'être humain dans ses appartenances biologiques et généalogiques. Les Africains étaient les premiers à le faire. C'est comme ça qu'ils ont inventé la philosophie, qu'ils ont inventé les mathématiques, la science, la véritable culture, Justin Gauche. Mais l'existence des empires, mais l'Afrique, son histoire, c'est une succession d'empires. Mais qu'est-ce que c'est que l'empire, sinon la détribalisation? L'Afrique a inventé la cité, a inventé la ville, Justin Gauche, a inventé l'économie. Oui. Justin Gauche. Mais vous voyez, les tribalistes refusent ça, ferment les yeux sur ces réalités. Ils veulent nous imposer le prisme du tribalisme le plus primaire, comme étant le réalisme, et que la réalité tribale n'a pas été remplacée par la République. Mais on parle de quelle République? C'est que les colons ont apporté bien la République, tel que les Africains l'ont inventé en Égypte, par exemple. Tel qu'ils l'ont inventé dans les empires. De quoi est-ce qu'on parle? Mais malheureusement, c'est pris en charge par des soi-disant universitaires au niveau du Cameroun, qui sont en première ligne dans ce débat. Et vous avez donc les anti-tribalismes qui luttent contre le tribalisme par le tribalisme. C'est-à-dire que je suis contre le tribalisme, mais j'utilise les arguments tribalistes. Il y a toute une clique de petits nazions, d'apprentis nazis, qui occupent la sphère publique au Cameroun, qui parlent fort, qui donnent des leçons. Ben, on les regarde, nous les regardons, nous rions.
On est surpris, on rit. Mais si on rit pas, on va se suicider. Que regardez, voilà l'Afrique, Jocelyn Gosse. Donc, vous voyez très bien comment des gens qui se présentent universitaires nient les travaux universitaires, scientifiques, qui démontrent que l'Afrique a réglé cette question depuis très longtemps. Que l'Afrique a réglé la question de la tribalité parce qu'ils ont mené un argument. Quand tu dis non, il dit je ne suis pas tribaliste, on célèbre la tribalité. Mais la tribalité, ce n'est pas de rester dans son déni. La tribalité n'est valable que si on s'ouvre à l'autre. Écoutez, aujourd'hui, parlons comme ça, j'adore le Mongo Chobi, parlons cru. Je ne sais pas de l'ennemi entre guillemets, pas ça. Mais j'adore le Mongo Chobi. Mais les différents mets que nous avons dans notre pays, qui sortent chacun de foyers, entre guillemets, de foyers tribaux, ça c'est la tribalité que nous célébrons. C'est vrai au niveau de la musique. Donc que les gens ne se masquent pas, dire que non, la tribalité, non. Il ne faut pas se masquer dans ça. La tribalité condamne le tribalisme. Quand on voit comment la tribalité se manifeste au Cameroun, ça condamne le tribalisme et les tribalistes. Ouverture, convergence, un certain syncrétisme, un certain mélange, dépassement. Dépassement, mais ça va au-delà de la tribalité. Au Cameroun, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, jusqu'à présent au Cameroun, mais l'histoire du Cameroun, ça a toujours été le dépassement des barrières ethniques pour se donner la main dans un projet politique qui vise à nous armer pour affronter les esclavagistes, le colon, le néocolon et le nouveau colon globalisateur, le nouveau colon mondialisateur. Mais c'est ça l'histoire du Cameroun. Bon, on va nous ramener dans la préhistoire. J'allais me dire la proto-histoire. On convoque la tribu, le tribalisme, on fait semblant de poser des problèmes tribalistes, on les déforme pour faire la guerre. Et on fait semblant de ne pas voir que tout ça, ça aboutit au génocide, quand c'est mal géré. Ça aboutit au génocide. Donc, vous demandez les marionettistes, mais allons au bout. Je t'ai vous dit tout à l'heure que les sociétés qui sont incapables d'affronter les défis posés par leur arriération économique, évidemment, les conséquences de la relation économique, c'est aussi la relation culturelle. Le basculement dans une espèce d'hibernation culturelle. Même si vous êtes les héritiers d'une grande culture, quand les conditions économiques et historiques de votre énormément culturel n'existent plus, vous sombrez dans une espèce d'hiver culture ou bien de glaciation culturelle. Parce qu'il n'y a aucune culture qui n'a pas un soubassement matériel et économique et historique. Elle n'existe pas. Mais les tribalistes camerounais célèbrent la culture, entre guillemets, c'est ce qu'ils appellent culture, mais ils passent sous le paillasson les bases matérielles, les bases économiques et historiques qui ont produit ce que... Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça pose la question de leur rapport à la colonisation. Ça pose la question de leur rapport à l'impérialisme occidental, qui est encore puissant, et qui les a fabriqués tous, qui est leur père sévère. Et ils connaissent très bien que les Occidentaux fouettent très mal les enfants désobéissants. Ils sont encore sous le traumatisme, même s'ils n'ont pas héritage, des fouets, des corvées, de toutes les maltraitances, des dégradations, n'est-ce pas, que le colonisateur et même ses relais locaux ont infligé, n'est-ce pas, aux indigènes qui en fait se sont révoltés. Ils préfèrent ne pas affronter le colon, mais ils affrontent leur frère qui est, d'après eux, plus faible que le colon. On préfère l'affronter. Donc c'est très facile d'attaquer le frère de l'autre tribu. Puisqu'on continue à nier qu'il n'y a plus de frontières tribales entre nous à partir du moment où l'unité culturelle de l'Afrique a été établie et démontrée. Nous appartenons tous à une même ethnie. Si vous voulez qu'on parle comme ça. Même ethnie. Donc, ils refusent ça. Mais ils préfèrent faire la guerre. Donc le Cameroun, c'est particulier. Au Cameroun, les Camerounais, Jocelyn Gosse rejette la camerounité. La camerounité qui est le produit d'une longue construction historique de tous les patriotes qui se sont levés contre l'esclavage, contre la colonisation, qu'elle soit allemande, anglaise ou française. Et donc, le point culminant a été l'upécisme historique. Je dis pas ce qui reste maintenant. L'upécisme historique qui a réglé ça sur le plan politique, qui a constitué la nation camerounaise comme nation, capable de parler au monde entier. Non.
Cette histoire-là, on met ça de côté, on ne peut pas parler de ça. Les Camerounais, certains Camerounais rejettent cette camerounité et préfèrent se définir d'abord par leur appartenance tribale. La camerounité vient après. Ils ne sont Camerounais que lorsque la camerounité arrange leurs appartenances tribales. N'est-ce pas de l'ignorance? Il y a de l'ignorance pour certains, mais pour les élites, ce n'est pas l'ignorance. Ils sont dans un travail, ils sont dans une division du travail. Et tout à l'heure, on va arriver au marionnettisme. C'est une division de travail géopolitique et historique. Pour ceux qui veulent seulement pas le savoir, on va le rappeler tout à l'heure. Donc, vous voyez très bien l'approche qu'il faut pour bien comprendre cette affaire. La relation économique, la relation géopolitique. C'est-à-dire, donc, il y a l'incapacité d'une certaine élite à affronter les enjeux posés par la violence géopolitique au niveau mondial. Et ce que j'ai appelé la violence, je parlais de la violence géopolitique, n'est-ce pas, et la violence capitaliste. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la relation économique, ça vient d'où? Notre rencontre avec le colon, avec les esclavagistes, qui ont bouleversé nos modes de vie et notre avenir économique. Aimé Césaire a réglé ça dans le discours sur le colonialisme. Il dit: personne ne sait ce que seraient devenus les pays africains dans les dynamiques précoloniales sans la violence du colon. Si on prend le colon pour référence. Donc, le capitalisme s'est installé. C'est lui qui a violenté toutes les communautés tribales. Si on doit parler comme ça, c'est le capitalisme qui l'a violenté sur les modalités de la colonisation. C'est lui qui a arraché toutes les terres, le Sénégal. C'est lui qui a arraché les terres dans le projet dans le projet colonial d'abord. Je laisse de côté le projet esclavagiste. Dans le projet colonial, il va léguer cet héritage à l'État colonial qui va avoir un rapport néocolonial à la question de la terre. Si on parle de la terre, puisque l'enjeu au Cameroun est lié à la question foncière. Alors, qu'on se comprenne bien, Joseph Lengos, il y a des injustices historiques au Cameroun en matière foncière. C'est connu. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Mais qui est à l'origine de cette injustice? C'est le colon. C'est le colon. Les communautés tribales qui se sont retrouvées au cœur des enjeux fonciers sont tous les victimes. Tous sont les victimes du colon, y compris ceux qu'on croit être les prédateurs fonciers. À l'origine, qui est derrière cette affaire? C'est l'héritage du colon. C'est le colon qui a désorganisé notre rapport à la terre. C'est lui qui a détruit nos conceptions, nos législations traditionnelles foncières. C'est lui qui a détruit ça. Mais comme on ne veut pas l'affronter, on préfère les dynamiques génocidaires où on va aller s'entretuer entre les nègres et il sera en haut pour arbitrer. Vous ne comprenez pas ça si vous oubliez le fait qu'au Cameroun, il y a un consensus anti-ipéciste. C'est quoi le consensus anti-ipéciste? C'est que ne seront au pouvoir que ceux, n'est-ce pas, qui n'énervent pas les Occidentaux en général et la France en particulier. Donc, la dynamique ipéciste, qui est celle de l'affirmation de la nation camerounaise, de la camerounité, qui est celle du panafricanisme et qui va au niveau mondial parce qu'à l'époque on appelait l'internationalisme, mais qui aujourd'hui va se définir dans une forme d'afro-mondialité et d'un regard de la prise en charge de l'avenir de l'espèce humaine. Ils ne veulent pas, dire que les descendants, les endocolons, les héritiers d'Ojola, et là, rassurez-vous, ce n'est pas une affaire d'opposition au pouvoir, hein. Tous sont sur le culte. Vous avez des religieux dedans, vous avez des universitaires, des musiciens, les footballeurs, tout le monde est dedans actuellement là. Donc il faut faire attention. Donc les descendants d'Ojola, comme je les appelle au Cameroun, sont d'accord sur une chose. Il ne faut pas, rappeler la mémoire historique. Il faut l'effacer. Parce que la mémoire historique ruine les lois de la géopolitique interne au Cameroun que les Français et les colons ont imposées d'une main de fer. Ces lois, c'est qu'on arrive. Cette loi, c'est que jamais d'unité entre les Camerounais. Jamais de nation camerounaise, mais une juxtaposition d'ethnies prêtes à s'affronter. Et parmi les ethnies, on a classé les ethnies dangereuses et les ethnies dociles. Jocelyn Gauss, vous avez cette construction géoethnique qui est au cœur de la géopolitique française imposée au Cameroun, qu'on a passé, qui aujourd'hui fonctionne sur le mode du refoulé. Quand vous voyez ces manifestations tribalistes-là, non, c'est le retour du refoulé. Mais, je m'excuse, comme l'État est un héritier est un État néocolonial, qui se bat, certes, pour s'émanciper de
cette loi, de cette chaîne, de ce joug-là, mais il est tiraillé par ces diverses tendances. Il est tiraillé par l'endocoloniat dur, pro-occidental et pro-français, vous le connaissez, et une partie, ce que j'appelle la partie patriotique de l'État. Il y a une guerre entre les deux. Et pour l'instant, M. Paul Biya arbitre, mais il n'a pas tranché. Il n'a pas tranché, hein? Oh. Oui, même si des tendances montrent que il donne, comment on dit ça? Les tendances montrent que il parie sur le, comment on dit ça? Sur la tendance patriotique ces derniers temps-ci, mais les endocolons, néocoloniaux n'ont pas dit le dernier mot. C'est ça l'affaire Martinez-Ogo. Et ça continue d'ailleurs, les batailles, ça n'a pas dit le dernier mot. Et leur tuteur ne dort pas. Donc la France, les Occidentaux, ils actionnent, c'est très fin, Jocelyn Gosse, ils actionnent à travers les universités, à travers les puissances religieuses. Vous avez vu dans la crise anglophone, le rôle qu'ont joué les puissances religieuses, non? Vous allez voir que dans cette crise tribaliste, les puissances universitaires sont à l'œuvre, Jocelyn Gosse, et même certaines puissances traditionnelles. Hein? Il y en a qui ont apporté, il y a des autorités traditionnelles qui sont entrées dans le bain. Moi, je n'ai pas envie de faire la publicité. La publicité ici, il n'y a pas de ça à ce niveau, mais ils sont entrés dans le bain. Vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'il y a ce qu'on appelle là-bas, dans leurs agitations, ont engagé le boycott des artistes. Et de manière sélective. Vous vous rappelez qu'on a boycotté Grâce Descartes. Alors, il y a des Camerounais, ici à Douala, qui ont décidé, maintenant devenus Sawa, qui préfèrent donc rappeler qu'ils sont Sawa avant d'être Camerounais, ont voulu s'attaquer aux boutiques Bamileke, ici de Bamileke. Moi, je leur ai demandé, mais montez-moi un document où les Bamileke se sont réunis, ont donné mandat à la base d'agir en leur nom. Mais ces gens sont manipulés par les services secrets français, qui font comme ils ont fait en Centrafrique, comme ils font au Mali, opposer les chrétiens aux sudistes, aux nordistes, aux musulmans. Quand ce n'est pas les chrétiens musulmans, on oppose des anglophones aux francophones. Quand ce n'est pas anglophone francophone, on oppose deux tribus ou des groupes de tribus qui vont s'affronter. C'est ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, partout et ailleurs. Mais vous n'êtes pas en train de voir ça comment? Heureusement que certains ont compris. Heureusement. Vous voyez comment? C'est comme ça que la guerre commence. Mais qui gagne dans tout ça? À qui ça profite? Vous ne verrez jamais des tribalistes sans que derrière eux, il y ait une puissance occidentale. Vous ne verrez jamais en Afrique une dynamique tribaliste sans qu'il y ait derrière, caché, la géopolitique occidentale, les parrains occidentaux. C'est comme ça qu'ils sont entrés en Afrique. Par le terrorisme et par la division tribale. Par la création de l'ethnie en Afrique. Comme ça qu'ils sont entrés en Afrique. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Donc, je répète, il faut que vous soyez condamnés dans des bantoustans tribaux, afin que vous fermez les yeux sur la confiscation de votre territoire, la confiscation de vos matières premières et le pillage organisé par les multinationales. Vous devez être préoccupé par les affrontements tribaux. Vous devez être préoccupé par tel groupe ethnique qui est en train de s'enrichir à votre détriment. Vous devez être préoccupé par tel groupe ethnique qui a arraché vos terres. Vous devez être préoccupé par l'hégémonisme de tel groupe ethnique et fermer les yeux sur la véritable hégémonie qui est celle de l'impérialisme. C'est ça ça se voit. Comment on peut faire au Cameroun pour séparer la question foncière et la colonisation? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment c'est possible de le faire, Jocelyn Gosse? Comment c'est possible? Je répète et je dis, il y a des injustices historiques. Il n'y a pas de débat là-dessus. On peut parler de la question foncière, mais instrumentaliser le foncier, mettre ça au service d'un projet tribal, il n'y a que ces grands experts-là pour le faire. Et comme ils sont experts, ils vont vous expliquer ça par des théories bidons qui n'ont pas de sens, Jocelyn Gosse. Autre chose. Jocelyn Gosse, le blocage des forces productives, c'est ce que j'ai appelé sur un autre nom, l'arriération économique, a pour résultat d'entretenir la féodalité, le féodalisme. C'est quoi le féodalisme? C'est le faire croire que l'horizon indépassable de notre vie, c'est notre appartenance tribale. Et de magnifier l'organisation tribale comme étant indépassable. Oh, je viens de vous montrer que l'histoire de l'Afrique démontre le contraire, et qu'un Africain sérieux ne peut pas s'identifier et dire que oui, j'appartiens à mon village et c'est tout. Non. Vous avez une origine villageoise, oui.
Mais quand vous prolongez, Jocelyn Goss, quand vous vous positionnez dans la perspective historique africaine, mais vous êtes héritier des empires, vous êtes héritier du projet le plus élaboré de l'État et de la nation. C'est l'Égypte antique. Ce sont les grands empires. À la fin, alors, c'est quoi votre identité, Jocelyn Goss? On ne peut pas se prévaloir d'une identité de la chute. Tous nos idées-là sont les résultats de la décomposition de nos grands empires. Est-ce qu'il faut penser grand au lieu de se contenter de ça? Qu'on se comprenne bien, les panafricanistes et les progressistes ne sont pas des détribalisateurs professionnels. Nous ne sommes pas là pour éliminer l'ethnie, puisqu'il faut qu'on parle d'elle comme ça. Nous ne sommes pas là pour éliminer les tribus. Le fait tribal est là, on ne peut pas le nier. Nous parlons du dépassement. Oui. Et c'est notre histoire. Nous disons que notre avenir, ce n'est pas dans l'ethnie. Aucun Africain n'a aucun avenir dans l'ethnie. Ce n'est pas dans l'ethnie. C'est le dépassement de l'ethnie. Dans quelque chose de plus grand, de plus historique. C'est ça qui a fait la grandeur de l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de dire. Deuxièmement, nous disons que pour affronter les défis posés par le capitalisme et ses différents démembrements et ses nouvelles trajectoires, oui. Pour faire face aux défis de la géopolitique mondiale, ce n'est pas dans la division tribale, c'est dans l'unité africaine. C'est même dans l'émergence d'une unité afro-mondiale. Vous voyez comment? Voilà la seule perspective valable du point de vue de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on nous propose? La micro-division. La micro-division, en disant que la contradiction fondamentale aujourd'hui au Cameroun, c'est la guerre des ethnies sur le foncier. Ce n'est pas le sort de l'endocolonat et ce que nous réserve après Dia. Ce n'est pas ce que l'endocolonat est en train d'imposer aux Camerounais, là, actuellement, où on voit son incapacité à juguler la corruption, à juguler l'inflation. Sa corruption, ça dit que, comment on dit ça? Ça dit que quand on dit que tu es né corrompu. Ça dit que l'endocolonat camerounais est né corrompu. Ces différents échecs dans plusieurs domaines. Ben, les tribalistes servent sur un plateau en or. Jocelyn Goss, le masque par excellence que l'endocolonat va revêtir pour mettre de côté les vrais débats historiques, la décolonisation du continent africain, la sortie du franc CFA, le panafricanisme et la nécessité de l'unité de l'Afrique, qui a commencé par 2 ou 3 pays, les vrais enjeux du changement géopolitique mondiaux. Ces experts-là, n'est-ce pas, défenseurs de la tribu, servent sur un plateau en or à l'endocolonat, n'est-ce pas, ce qu'ils cherchent le plus. Ils peuvent venir à savoir, maintenant, ils disent que non, le débat au Cameroun, c'est l'unité nationale. Comme si on n'avait pas réalisé ça. C'est l'unité nationale. Donc l'État, maintenant, sans l'État, les Camerounais vont se bouffer entre eux, en guerre tribale. Donc l'État, maintenant, lui, là, en plus de son rôle historique que nous connaissons, maintenant, un double rôle, c'est de nous protéger contre le génocide tribal. Et du coup, qui va encore attaquer l'État, là? Non, il n'y a plus rien à critiquer à l'État. Il faut laisser l'État tranquille, parce que si on critique l'État, tant pis, on va s'entre-bouffer dans les guerres tribales. Et du coup, on fait l'impasse sur la corruption, sur les scandales des marchés publics, la canne, le Covid, tous ces scandales, les lignes 94, 80, les lignes souveraines. On fait l'impasse sur tout ça. On va faire l'impasse sur la dernière crise qu'il y avait avec le Tchad. À cause du quoi? De la corruption, de l'entourage présidentiel le plus proche. On fait l'impasse sur tout ça. Non, Jocelyn Goss. Non, l'ennemi, c'est l'autre tribu. C'est l'autre tribu qui a arraché nos terres. Et la question, Goss, la question est celle-ci. Imaginez donc un endocolon, un baron du régime devient défenseur de sa tribu. Il rejoint le tribaliste de sa tribu pour défendre la terre de son village. C'est fini, non? C'est encore un endocolon. C'est même un sauveur. C'est un patriote tribal. Non, mais c'est bon de rire. Vous avez raison de rire, parce qu'en défaut de rire, on va pleurer. Mais c'est comme ça qu'on le divise. C'est comme ça qu'on distrait les Camerounais. C'est comme ça qu'on les éloigne des vrais et des vrais sujets. Comme en dessous du tribalisme, il y a la question foncière. Parlons-en. La terre appartient à qui? Qui a créé la terre? Qui? Les Africains savent que la terre appartient à Dieu. Je dis que les Africains savent ça, les vrais Africains savent que la terre appartient à Dieu. Et que le reste, là, nous sommes les gestionnaires, des intendants. On gère ça. Et que tant que la gestion de la terre est en divorce avec les desseins divins, avec les desseins historiques, mais le débat sur le foncier n'est pas compréhensible quand on sépare le foncier de tels enjeux. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On sépare la question foncière des enjeux divins et des enjeux historiques.
Il ne s'agit pas de dire que quand on dit que la terre appartient à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les communautés historiques, autochtones qui, n'est-ce pas, ont des droits. C'est pas ça qu'il s'agit. Mais les droits, ne pas faire ceux de Dieu, ne pas faire ceux de l'histoire. Je sais que je choque quand je dis ça, mais c'est la vérité. Montrez-moi une tradition africaine qui dit le contraire. Montrez-moi une tradition africaine qui dit que la terre appartient à un village ou à une chefferie. Montrez-moi. Je mets les gens au défi de me montrer une tradition en Afrique où on dit que la terre appartient à une chefferie ou à un village. Non, ce n'est pas le rapport qu'on a à la terre. Les Africains savent ça, le Singos. Je le répète encore, pour que ce soit pas mal entendu. Ça ne veut pas dire que le colon avait le droit d'arracher les terres de communautés autochtones. Ça ne veut pas dire qu'on va nier, n'est-ce pas, les droits de communauté par rapport à la terre. L'État a trouvé les communautés. Oui. Héritant du colon, il a continué la politique coloniale en matière foncière. Il faut revoir ça. Mais Jocelyn, pas dans le cadre d'un retour à ce que j'appelle la dévolution tribale de la terre, mais un grand projet national du foncier, un grand projet national autour de la terre qui va harmoniser l'intérêt des communautés historiques et l'intérêt de l'État, et l'intérêt général, et qui va prendre en compte nos défis historiques. C'est pour ce projet-là que nous, les panafricanistes. Et c'est conforme à l'histoire de l'Afrique. C'est conforme à nos véritables traditions, Jocelyn Goss. Ce débat-là, ce génocide qu'on veut créer au Cameroun, où les gens se mettent en défenseurs de la terre, mais en réalité masquent leur allégeance aux colons, puisqu'on ne parle jamais du colon. Mais qui est celui qui a arraché les terres aux Africains? C'est le colon. Vous ne parlez pas de la question foncière au Cameroun sans parler de la France. Mais qui parle de la France? Aucun d'entre eux. Vous ne parlez pas de la question foncière au Cameroun sans parler de l'Église catholique. Qui parle de l'Église catholique? Qui parle de ça? Personne. Je ne dis pas de ne pas respecter les accords qui existent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on fait un débat, qu'on aille au fond. Si on dit que l'État actuel au Cameroun est un État qui a échoué, qui continue l'œuvre coloniale sur la question foncière, on va jusqu'au bout. Vous ne parlez pas de ça sans parler de tous les grands propriétaires fonciers du Cameroun. Et dont l'acquisition des terres a un lien direct avec le colon. Direct. On met tout sur la table, si on veut qu'on en parle. Et nous, vous voyez que nous, on parle de tout ça. On parle de tout ça. Donc, pour dire quoi? Est-ce qu'il faut que je conclue? Pour dire qu'on n'est pas condamné à aborder la terre sous le prisme d'une guerre ethnique ou bien de la continuité coloniale en matière foncière. On peut aborder la question foncière, n'est-ce pas, en la perspectivant avec notre histoire, avec les grandes antiquités africaines, avec les défis géopolitiques, Jocelyn Goss, avec la question de notre rapport au capitalisme, qui est en vérité le problème majeur que nous avons. Donc voilà comment nous on aborde l'affaire. C'est dans cette perspective-là que de notre point de vue, on peut trouver une solution acceptable à la question foncière. Mais si on continue comme ça, où des gens désignent des communautés comme étant des, comment on dit ça, des prédateurs fonciers, et où de l'autre côté, les désigner comme prédateurs fonciers répondent aux autres tribus par une approche hégémonique, de l'avenir de leur tribu à eux. On s'en sortira pas. C'est une impasse. Tous les tribalistes camerounais sont des petits nazis. Ils sont dangereux pour l'avenir du Cameroun. Ils sont dangereux. Donc, il faut que nous continuions le travail que les Oumyoba ont commencé. Avant les Oumyoba, les patriotes camerounais face à l'Allemagne, les patriotes camerounais face à l'esclavage, le travail qu'ils ont commencé, ils ont regardé le Cameroun comme une unité, comme un dépassement dans une nation ouverte sur le monde. Une nation qui reprend les défis de l'Afrique, confrontée à l'esclavage, à la colonisation, à tous ces défis. Une nation qui a un mot à dire au monde, qui va aller rencontrer nos frères de la diaspora, dans les Caraïbes, partout. Mais enfin, une nation qui veut donner la main aux autres nations du monde pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'avenir du genre humain. Voilà les grands défis, voilà la perspective. Pas cette espèce de crypto-nazisme qu'on ne peut pas assumer et qui veut tenir lieu de débat au Cameroun. Merci à vous, président Banakali, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Vous connaissez justement nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.